pour moi, ce serait un privilège de boxer Hassan, d'autant plus que c'est un boxeur que j'ai toujours admiré. Hassan N'Dam, j'ai venu de commencer la boxe, j'avais 15 ans. C'est pas limite, je me levais à 5 heures du matin, ouais, il y a Hassan qui va boxer là, ou tu vois. Et pour moi, ce serait un privilège de boxer Hassan. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et aujourd'hui je suis avec le plus solide de la team solide, Christian Mbili. Exactly. Et il essaye d'accrocher la Juarez. Regarde ce que tu fais. Et il voit ce qu'il fait là, John. Il est en train d'accélérer, il va en finir. Et voilà, c'est fini. D'ailleurs, tu préfères qu'on dise ton nom en entier, Christian Mbili Asamo ou juste Christian Mbili? Christian Mbili, ça va, ouais, ça va, tranquille. Bon, je t'interviewe aujourd'hui parce que dans une semaine, enfin, ils verront la vidéo normalement vendredi, donc il restera une semaine avant le combat. Donc tu vas boxer en France. Là, tu viens du Canada. Comment tu te sens à une semaine de ton combat? Une semaine du combat, je me sens bien. Il faut. Je pense que je ne peux pas te dire autrement, sinon je ne serais pas là. Et voilà, je me sens bien confiant et concentré dans le combat surtout. Bon, super. Avant de parler un peu de ta prépa et de ce combat-là, j'aimerais qu'on revienne à l'élément important. Donc, je te disais de Team Solide, c'est donc ce moment où vous êtes devenu célèbre en France, la Team Solide au JO en 2016. Et moi, ce qui m'intéresse, alors je vais te dire, quand je t'ai découvert, très sincèrement, je me suis dit, lui, il va faire des étincelles chez les pros. Quand j'ai vu tes combats au JO, je me suis dit, c'est sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, la question que je veux te poser, c'est à ce moment-là, quand tu termines les JO, donc quand tu es éliminé de la compétition, comment ça se passe? Les promoteurs, c'est un peu comme des recruteurs qui viennent vous voir. Comment ça se passe à ce moment-là? Tu as beaucoup de demandes déjà. Toi, tu as eu beaucoup de demandes. Moi, j'ai eu beaucoup de demandes après les Jeux, mais avant les Jeux aussi. Si tu veux, moi, moi personnellement, avant les Jeux, mes décisions étaient déjà faites au niveau promotion. Il y avait déjà un promoteur qui m'avait déjà rencontré avant les Jeux. Quand je me suis qualifié, il y a eu des rencontres, il y a eu des discussions et ma décision était quasiment prise. On va dire à 80% avant les Jeux. Et du coup, après les Jeux, ça a été confirmé et j'ai signé derrière. Et à quel moment ils t'ont repéré? Si c'est pas au JO? Au tournoi de qualif. Tournoi de qualification, on va dire que c'est mon entraîneur qui m'a repéré. C'est pas le promoteur en lui-même vraiment, mais mon entraîneur travaillait un peu à l'époque avec mon promoteur, qui est le groupe Yvon Michel. Et mon entraîneur qui était déjà l'entraîneur national du Canada, Mark Ramsey, entraînait l'équipe nationale du Canada, mais ça fait un peu longtemps, avant qu'il passe chez les professionnels. Ça faisait comme 3 ans qu'il m'avait repéré dans les rangs amateurs. Et après mon tournoi de qualification, on s'est contacté et on a fait présentation. Il m'a un peu informé de son projet avec moi professionnel. Et il m'a demandé de prendre mon temps et de me concentrer sur les Jeux. Et après les Jeux, on en reparle. Et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. D'accord. Et quand cet entraîneur il t'approche, qu'est-ce qui a fait que tu as pris ta décision pour aller avec eux? Déjà, Mark Ramsey, c'est un entraîneur déjà qui était hyper connu. Il avait entraîné Jean-Pascal, il a entraîné Arthur Beterbiev, je sais pas combien de champions du monde il a fait. Tous les deux encore champions du monde? Tous les deux encore champions du monde. Et pareil, il y a Arthur Beterbiev, comme il s'appelle, Jean-Pascal, Oscar Rivas qui a fait un gros combat dernièrement, et Leder Alvarez qui était champion du monde, qui a tapé le russe Kovalev. Et déjà, il avait déjà une renommée. Lorsqu'une personne là t'approche, évidemment, c'est des arguments qui tiennent la route, quoi. Et sur le coup, j'ai signé et voilà où j'en ai aujourd'hui. D'accord. Donc tu as signé après les Jeux. Tu t'es retrouvé donc du coup embarqué au Canada. Comment ça s'est fait un peu ton installation? Très bien. Parce que tu es parti tout seul? Je suis parti tout seul. Je suis allé à l'aventure. Je n'ai pas peur de l'aventure, je suis allé tout seul et ça s'est très bien passé, j'ai été très bien entouré, j'avais une très bonne équipe là-bas, mes entraîneurs, parce que j'ai 3 entraîneurs, il y a Marc, Luc et Samuel, et ils m'ont très bien entouré et très bien conseillé, ça va, et je me suis très bien intégré dans l'environnement québécois, je dirais, mais il y a beaucoup de Français là-bas aussi.
Et voilà. Aujourd'hui, tu es un peu dans une transition au niveau des promoteurs et voilà, de tes choix de carrière. Tu vas continuer à travailler avec eux? Bien sûr, mon équipe, Voilà. mon entraînement, enfin mes entraîneurs, ils seront toujours avec moi. Peu importe avec le promoteur où je pars, je vais continuer à travailler là-bas, je vais continuer à vivre là-bas. Mais peu importe le promoteur que je choisis, mon équipe est déjà définie et ça sera toujours eux. Tu penses que là, tu as trouvé vraiment une team, j'allais dire une team solide, Mais ouais, mais même une grosse team solide et avec pour laquelle moi, tu te sens bien. avec laquelle je me sens bien, qui sont professionnels, qui savent ce qu'ils font et surtout l'entente qui se passe, qui est toujours que je dirais je pense que je ne peux pas rêver mieux au niveau de l'entente, au niveau de la coordination du travail et c'est vraiment une équipe qui me correspond moi. Parce que voilà, tu parlais de champions du monde qui ont travaillé avec eux. Toi, tu as des ambitions de champion du monde. Voilà. Donc ça aussi, c'est important d'avoir une team qui a de l'expérience. Bien sûr, c'est important d'avoir une team qui a de l'expérience et une team qui a des champions. Parce que voilà, quand je suis à la salle, que je vois Arthur qui a deux ceintures de champion du monde s'entraîner, forcément, moi derrière, ça me tire vers le haut. Et c'est surtout cette équipe qui a l'expérience qui s'occupe à 100% de toi que je suis allé rechercher au Canada. Arthur, il boxe en mi-lourd. Est-ce que ça t'arrive de mettre les gants avec lui? Non, t'es ouf. Tu veux maman ou quoi? Tu veux maman ou quoi? T'es fou quoi? Non. Hey. Je le vois démonter des sparring partenaires qui viennent des États-Unis. Je dirais que non. J'ai dit au coach, le jour que tu oses jamais, je m'en fous. Je rentre pas là-dedans. Non, t'es ouf. Non, il est fou. C'est un monstre. C'est un monstre, ce mec. Franchement, il faudrait que tu vois. Il faudrait que quelqu'un, ou toi, ou une autre personne, voie ça en français. C'est un monstre. Moi, je veux bien voir ça. Franchement, t'as un pote à toi qui ose pas Arthur, dis-lui non. Ça sert à rien d'aller dans le ring avec lui. C'est un fou, franchement, c'est une machine, je sais pas. Il sort d'un laboratoire, le man, il te fait ça, il te casse un os, frère. Non, je peux pas. Non. Du coup, ça m'interroge encore plus ce que tu dis, parce que j'ai entendu que toi, tu visais Canelo. C'est un peu ton objectif. Canelo. Et Canelo, il a boxé chez les mi-lourds. Du coup, ça m'interroge. Bien sûr, après Canelo, il était stratégique. Je pense que ceux qui connaissent un peu la boxe, ils vont dire que voilà, Canelo il était stratégique, il a eu une opportunité, il a vu l'opportunité, il a vu le vieux, il s'est dit ok, le vieux il est là. En plus il a fait un combat 5 mois avant ou 4 mois avant, allez c'est le moment de le prendre, il était très stratégique Canelo. Et c'est sûr que si il a le malheur de se frotter à Arthur Beterbiev, là ça va être autre chose. Je donne pas cher de sa peau, tu vois. Et voilà, après Canelo. On me donne Canelo, évidemment, on va le chercher, on va faire ce qu'il y a à faire. Mais il ne faut pas confondre Canelo et Arthur. À mon avis, ce n'est pas le même gabarit, ce n'est pas la même puissance de frappe. Peut-être que techniquement, il est très très bon Canelo, mais à mon avis, un crochet gauche d'Arthur le calmerait très très vite. C'est intéressant parce que les mi-lourds, les super moyens, les moyens, c'est finalement des catégories qui se suivent, mais avec des assez gros écarts de poids. C'est ça, les écarts de poids. Et je regarde un peu les mi-lourds qui sont dans ma salle. Ils ont un gabarit assez solide. Et moi, je sens petit par rapport à eux. Et c'est sûr que les moyens et les super moyens, on se rapproche un peu plus. Mais c'est sûr que j'ai l'impression qu'à chaque catégorie aussi, il y a déjà pas mal de différences de gabarit. Et on va faire attention. Déjà, quand j'étais en moyen, mon entraîneur ne voulait pas que je fasse des sparring avec les mi-lourds parce que c'était trop lourd. Et là, maintenant que je suis monté en super moyen, je commence un petit peu à aller chercher les sparring en mi-lourd, un peu plus lourd. Donc voilà, on a assez rapproché, mais il faut quand même faire attention à la différence de poids parce que en un sparring, on peut, ta carrière peut être gâchée. Il suffit d'un crochet pour ne pas se rendre, pour ne pas revenir derrière à son top niveau. Donc il faut faire attention à ça. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait l'écart, à part André Ward, Bernard Hopkins, mais parce qu'il était vieillissant. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait saut dans ces catégories-là. Ouais, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup, mais après, faut s'adapter. Et aussi, je pense qu'on a une mentalité, la plupart des boxeurs, c'est de dire qu'on va boxer au plus bas possible, on va faire le régime, boxer au plus bas possible, faire le régime et essayer de être plus grand dans la catégorie ou avoir une plus grosse allonge, tu vois. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup qui ont fait l'effort de monter de catégorie et aller chercher toujours plus haut. Après, si tu as le niveau, si tu as la taille, si tu as le gabarit qui va avec, je
pense qu'André Ward, il avait tout ce il avait tout ce qu'il faut, tout ce qu'il fallait pour ça, tu vois. On va revenir sur toi, sur tes changements de poids. La balance, c'est le premier adversaire du boxeur. Toi, en boxe olympique, tu étais à moins de 75 kilos. 75 kilos. Tu es passé chez les pros à moins de 72 kilos. 72 kilos. Et déjà, des fois, tu faisais des combats où tu étais un peu au-dessus. Tu n'étais pas toujours à 72 piles. Non, pas du tout. J'ai dû faire 4 combats. Ouais. Sur 14 combats, sur 15 combats, j'ai dû faire 5 combats en poids moyen. Parce que voilà, les poids moyens, enfin, si j'ai une grosse demande, un gros combat en poids moyen, je vais descendre. Mais, Ah oui, tu le ferais là pour une grosse opportunité? ouais, pour une grosse opportunité, je serais capable, mais faire régulièrement, c'est trop demandant pour le corps. Et c'est sûr que stratégiquement, on était partir sur quand il y a une ceinture, je descends en poids moyen. Mais quand c'est un combat normal, sans ceinture ou sans objectif derrière, on reste en super moyen où on s'entend sur le poids entre 75 et 76 kilos. Et c'était ça un peu le deal. Mais après, derrière, je me suis rendu compte que mes plus gros KO, mes meilleurs combats, c'est quand c'est au-dessus du poids. Et c'est sûr qu'à long terme, avec le coach, on s'était dit, ok, je vais peut-être faire un championnat du monde en poids moyen, mais derrière, c'était de monter en super moyen parce que voilà, mon gabarit fait en sorte que je suis quelqu'un d'assez muscleux et je prends du poids assez facilement. Et quand j'ai vu que mes meilleures performances étaient overweight, c'était voilà, quand j'étais au-dessus de 72 kilos, je me suis dit, ok, autant prendre de l'avance tout de suite et s'installer sur la longue durée en super moyen, quoi. C'est intéressant ce que tu dis là par rapport à ta prise de masse. Alors des échos que j'ai eus, t'es une machine à l'entraînement. Vraiment, t'adores ça. Et est-ce que tu crains pas un peu de te prendre au jeu de la prise de muscle? Et c'est un peu le reproche qu'on a fait à un Joshua, tu sais, avec les années, qui est devenu de plus en plus musculeux. Est-ce que toi, t'as pas peur un peu de cette limite? J'ai pas peur. Après, voilà, c'est... Que ça gêne ta boxe? Je pense pas que ça va gêner ma boxe, mais après, je peux trouver des exemples et des contre-exemples. Regarde Mike Tyson, regarde Roy Jones Jr. qui était très muscleux. Regarde, même Joshua actuellement, il est très musclé, mais ça change pas grand-chose. Peut-être qu'à contre Ruiz, on va encore nous sortir Ruiz, mais il a été champion du monde, il a battu Klitschko. Et encore une fois, moi, c'est ma morphologie, c'est ma génétique. Et c'est pour ça que je suis monté, je ne vais pas aller à l'encontre de ma génétique à moi. Si je commence à aller à l'encontre de ce que mon corps veut, je pense que là, ça commence à être dangereux pour moi, d'autant plus qu'on fait un sport dangereux, tu vois. Si tu commences à te tuer à l'entraînement au régime, et tu arrives comme ça à l'entraînement, dans le combat, en mode limite, tu n'as plus d'énergie, c'est là que c'est là que c'est encore plus dangereux, tu vois. Je ne sais pas si tu as suivi, mais cette année, l'année dernière, on a énormément de morts dans la boxe. Et c'était aussi un de mes arguments de me dire, ok, là, faut pas trop jouer avec sa vie ou sa santé, autant monter et être à 100% lors du combat et diminuer le risque derrière d'avoir un accident grave, quoi. Après, il y a quelque chose qui est intéressant dans ta catégorie aussi, c'est la taille des gars en moins de 76. Entre les moyens et les super moyens, on voit des différences de taille très impressionnantes. Toi, boxer contre des gars plus grands, comment tu l'appréhendes ça? Je l'ai fait toute ma vie. Et même en sparring dans la salle, j'ai des gens très grands. Et moi, donc ça ne me dérange pas, je suis plus à l'aise. Ouais. Depuis que j'ai 15 ans, déjà en poids moyen, en poids moyen, en amateur, ça a eu tous des allonges de fou malade. Du coup, je pense que je suis déjà très adapté par rapport à la boxe olympique, à boxer des gens plus grands que moi. Moi, ça ne me dérange pas du tout, d'autant plus que pour moi, la taille, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est ce que tu as, je dirais, dans le caleçon et là. Non, bien sûr, je pensais à Callum Smith, qui est un peu la référence chez les poids super moyens. Bien sûr. Qui est le numéro 1. Callum Smith, c'est sûr, c'est le numéro 1. Mais après, encore une fois, on vient pour tous les soulever, tu vois. Qu'ils fassent 2 mètres ou 1m50, ça sera la même chose. Après, à nous de mettre la bonne stratégie derrière et faire une bonne préparation par rapport à la morphologie. Bien sûr. Mais pour moi, la taille, ça ne veut rien dire. D'accord. Et à ton dernier combat, tu as parlé dans ton interview post-fight de Hassan N'Dam. Est-ce que tu l'as dit comme ça en combat que tu aimerais faire ou c'est quelque chose qui est programmé, enfin, tu vois, dans les idées où il y a déjà eu des pourparlers entre vous?
Et il y a déjà eu, enfin, ils nous avaient proposé Hassan Ndam déjà, je crois que c'était l'année dernière. D'accord. Ils avaient proposé un contrat à Hassan Ndam, enfin, du moins ce qu'on nous avait dit, moi, à Ouais. mon équipe, à moi et à mon manager. C'est dire, ouais, bah, écoutez, on va proposer Hassan Ndam, mais apparemment, les coups que j'ai pu avoir, c'est qu'ils ont proposé une bourse ridicule à Hassan. D'accord. Une bourse ridicule à Hassan. Et moi, je l'ai su cette année, on m'a dit ça cette D'accord. année, parce qu'il y avait des gens du Sud qui sont venus faire disparaître une partenaire à Montréal. Et on m'a dit, ouais, apparemment, l'année dernière, on a proposé à Sanandam, genre un truc de 30 000 ou un truc comme ça, 50 000. Et tu proposes pas ça à un boxeur comme Hassan. Comme Hassan, ouais. Mais c'est sûr que pour moi, ce serait un privilège de boxer Hassan, d'autant plus que c'est un boxeur que j'ai toujours admiré. Hassan Ndam, j'ai venu de commencer la boxe, j'avais 15 ans. C'est pas limite, je me levais à 5 h du matin, ouais, il y a Hassan qui va boxer là, ou tu vois. Et pour moi, ce serait un privilège de boxer Hassan. Encore une fois, que ce soit pour lui ou pour moi, le combat ne peut pas se faire dans n'importe quelle condition, Bien sûr. à l'occurrence financière. Et pour moi, personnellement, je pense que c'est un combat qui devrait se faire, que ce soit pour le bien de la boxe en France, que ce soit pour le bien de ma carrière, que ce soit pour le bien de la carrière d'Hassan. Je pense qu'après, reste à voir les organisateurs s'ils veulent le faire. Et encore une fois, pour moi, ça sera un plaisir. Vraiment, ce combat-là, limite, pas que je le ferai gratuitement, tu vois, mais Ah oui, ça veut dire que tu as vraiment envie tu de vois, le faire. j'ai vraiment envie parce que voilà, encore une fois, c'est comme si on me disait, tu vois, c'est comme si la personne que tu as toujours admiré, tu vas pouvoir entrer dans le ring avec lui, tu vois la sensation un peu, tu vois, genre, je vais pouvoir montrer un peu mon évolution, tu vois, par rapport à l'époque où j'avais 15 ans, je regardais Hassan, je me disais putain, il est bon, est-ce que là, j'ai atteint son niveau, tu vois, ou je l'ai dépassé. Et voilà, encore une fois, on attend. Je te comprends parce que j'ai grandi aussi avec les combats d'Hassan, donc je l'ai suivi depuis voilà. Donc je comprends vraiment ton ressenti. Je me disais, est-ce que tu regardes un peu les boxeurs classés, un peu comme Tony Oka qui disait qu'il allait prendre Christian Hammer parce que c'était un top 20. Est-ce que toi aussi tu dis ces noms-là, ça serait pas mal d'aller les chercher? Bien sûr, c'est ce que je parle avec mon encadrement, que ce soit avec avec mes entraîneurs. Et les autres, c'est voilà, à partir du moment que tu boxes dans une catégorie, tu regardes un peu ceux qui sont classés. Et même si actuellement, je dirais que vu ma situation où j'ai plus de promoteurs, je suis un peu en transition, je suis en train de changer de promoteur, c'est sûr que je regarde les Charlots, je regarde, comme il s'appelle, le japonais Murata. Je regarde l'anglais, comme il s'appelle, le gaucher. Là. Murata, il fait partie de quelle génération des JO? Tu l'as pas croisé, Murata? Non, je crois qu'il fait partie de ceux de Londres, je crois. Encore avant, d'accord. Encore avant. Et c'est sûr que je regarde, mais derrière, stratégiquement, normalement, l'idéal, c'est que à partir de l'année prochaine, on commence à taper les anciens champions du monde et les anciens des gros noms de la catégorie. Mais encore une fois, là, vu que je suis en transition, il faut que j'aille derrière moi aller trouver le bon promoteur qui va me permettre de faire tout ça, tu vois. C'est quelque chose qui t'inquiète un peu en ce moment ou ça va aller, tu te dis bon, je n'y pense pas? Pour le moment, je me concentre. Enfin, si je dirais que ça m'inquiète pas, non, ça m'inquiète pas, je dirais, du point de vue négatif ou me dire où je me dis que ouais, il serait temps de me secouer ou je me dis ouais, il serait temps que je me trouve un promoteur ou j'ai peur. Non, non, je sais qu'après le combat, j'aurai une facilité de trouver un promoteur. Vu ma fiche, vu mon parcours professionnel, je pense que j'aurai une. Enfin, je touche du bois, mais normalement c'est parti que ça serait quasiment réglé là. Mais voilà, mais pour le moment je me concentre sur mon combat. Je reste concentré sur mon combat. Après il y a les négociations qui se font soum un petit peu. Et après le combat, je me pose et directement je vais voir le bon promoteur ou le meilleur contrat ou ce qu'il faut. Avec ton ancien promoteur, qu'est-ce qui aurait un peu manqué qui fait qu'aujourd'hui tu es en train de chercher autre chose? Déjà, il y a eu quelques problèmes, je dirais, de communication avec mon promoteur, avec mon ancien promoteur. La communication, c'était pas toujours ce qu'il fallait entre mes combats en France et mes combats au Canada. Il y a eu quelques problèmes de communication, quelques problèmes, mais pas grand-chose. Et pour moi,
j'ai vu qu'on ne parlait plus trop le même langage et je me suis dit je serais mieux ailleurs. Enfin, je me trompe peut-être, mais je me suis dit je serais mieux ailleurs et pourquoi pas aller chercher ailleurs. Et on était en fin de contrat, du coup je me suis dit ok, bah, je vais pas renouveler mon entente avec lui. Et tu continueras à boxer en France parce que tu fais partie des main events en France? Bah, j'espère. Et si tu veux, moi stratégiquement, ce sera l'idéal pour moi de boxer en France, continuer à boxer dans différents continents, tu vois. Mais encore ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable, on va essayer de voir ça dans mes contrats qui me seront proposés. Ouais. Mais pour moi, idéalement, j'aimerais continuer à boxer au moins 2 fois par an en France, tu vois, au moins 1 ou 2 fois par an, enfin 1 ou 2 fois par an en France. Ouais. Et boxer à l'étranger. Mais encore une fois, ça va dépendre de mon promoteur, ça va dépendre avec qui je signe. Et c'est sûr que continuer à augmenter cet engouement de la boxe en France, pour moi, ça serait parfait. Ouais, la boxe, elle revient très fort et c'est en partie grâce à vous. C'est ça, c'est en partie grâce à la Team Solide. La boxe revient très fort, c'est aussi grâce aussi aux médias qui commencent aussi à s'intéresser de plus en plus à notre sport. Mais c'est sûr qu'il faudrait continuer vers cette lancée-là. Et quand tu te projettes, tu te dis, parce que tu avais dit 2020, je crois, je vise à un titre mondial, il y a quelques temps. Il y a 1 an, je crois, tu avais dit ça. Est-ce que tu es encore dans cette optique-là en disant 2020 ou tu as revu un peu ça? Automatiquement, vu ce qui se passe en ce moment, j'ai revu un peu ça. Ouais. Parce que cette année, j'aurais dû faire des gros combats. Un peu ce qui fait aussi partie de la raison de mon départ avec mon manager, avec mon promoteur, excuse-moi. J'aurais dû faire des gros combats cette année. J'ai loupé un combat en Angleterre déjà sur la carte de Oscar Rivas et comme il s'appelle Dylan White. Et cette année, j'aurais dû faire des gros combats, combattre des anciens champions du monde ou des gros têtes classées. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc je dirais qu'on est en retard de quelques mois, 6 mois de ma carrière, et derrière il va falloir prolonger ça l'année prochaine quand je signe avec un nouveau promoteur. On va devoir peut-être on va dire qu'on est en retard de 6 mois à peu près sur ma carrière, voire plus. Mais je pense que je dirais plus que le championnat du monde sera plus fin 2020. D'accord. Fin 2020, début 2021, malheureusement. Ok. Très bien. Juste alors dans cette dernière semaine, qu'est-ce que tu vas faire là avant ton combat? Là, c'est un peu plus perdre mes 2 petits kilos que j'ai à perdre là, me concentrer. Là, pour le moment, je suis tout seul en France. Mon entraîneur me rejoint dans 2 jours. Le temps que je m'acclimate un peu au décalage horaire. On va continuer à peaufiner les petits détails qu'il y aura à faire. Et voilà, c'est surtout se détendre et se concentrer sur le combat et faire sa petite bulle. Et derrière, répondre aux sollicitations. Merde. Et derrière, essayer de répondre efficacement aux sollicitations médiatiques qu'il y aura à gauche et à droite, mais c'est surtout se concentrer sur le combat. D'accord. Super. Une petite question extérieure à ta carrière. J'ai posé la question à mes abonnés il n'y a pas longtemps. Qui est le GOAT, le plus grand boxeur de tous les temps? Pour toi, ce serait qui deviendrait comme ça? Le meilleur boxeur de tous les temps? Ouais, tu dirais qui? Moi, personnellement, mon boxeur de cœur, c'est Mike Tyson. Ouais. Et bon, pour moi, ça a toujours été un monstre. Mike Tyson, ça a toujours été la référence. Même avant que je commence la boxe, Mike Tyson. On a commencé à te surnommer le petit Tyson. Hein. Le petit Tyson, c'est sûr. Bah ouais, quand j'étais en junior, on m'a surnommé le petit Tyson. Et j'ai toujours eu ce petit... forcément, ma boxe, ma boxe a toujours, je dirais, vu que j'étais déjà un petit peu petit dans ma catégorie et j'allais un peu au front et je collais. Et voilà, moi, toujours sinon le petit Mike Tyson, mais c'est sûr que Mike Tyson, pour moi, c'était le best the best. En tout cas, c'était un monstre, frère. Je sais pas si. À l'époque, je le voyais, j'étais en mode. Encore, je commençais à boxe, je crois qu'il arrêtait, je crois, mais c'est ces anciens combats où tu le voyais, tac, 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 bam, bam, bam. Moi, j'étais en mode, voilà, c'est un. En plus, il était tout petit, man. Je l'avais vu à New York, justement. Ah, tu l'as rencontré? Ouais, non, je l'ai vu de loin. Ouais. Justement, quand j'avais rencontré mon promoteur, mon nouveau promoteur, il m'avait invité à New York. Et j'étais un gars là, je l'avais vu, je ne le voyais pas aussi petit, tu vois. Ouais. J'étais en mode, waouh, et là maintenant il a vieilli, mais même, je suis en mode, putain. Il doit faire ta taille, non? Il doit faire un petit peu plus grand, il fait 1m80 ou je sais pas, 1m80. Mais qu'est-ce qu'il cognait, quel physique il avait, tu vois, c'est un truc de fou.
sur Mike Tyson. Après, il y a Mohamed Ali, historiquement, il est aussi bon, tu vois. Mais pour moi, Tyson, un crochet, frère, il t'arrachait la tête. Mais bon, ouais, c'est vrai quoi. Après, j'ai eu plusieurs boxeurs, tu vois. Il y a eu Tyson, Howard Jones, normal. Lui aussi, c'était un bon. Hagler. Tu vois, c'est Hagler et il y a qui d'autre que je kiffe aussi. Prince Nassim aussi, il avait un bon style qui faisait kiffer. Après, c'est sûr que pour moi, le meilleur de meilleur, c'est Tyson. Tyson, à 100%. Merci d'avoir répondu, c'est sympa. Merci à Je te toi. souhaite un bon combat la semaine prochaine. Merci. Et moi, je ferai un cœur de boxeur sur Ivan Mendy. Donc, je serai dans le bestiaire de Ivan Mendy. Merci. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.